Good morning, everyone. Bonjour à tous. J'ai le privilège et le plaisir d'être le modérateur de cette matinée sur l'économie verte, la croissance verte, développer les investissements dans l'économie verte, opportunités, stratégies et services pour les pays méditerranéens. C'est un webinaire bilingue en anglais et français. Le français est ma langue de préférence, mais comme modérateur, je vais parler anglais pour ne pas confondre, pour ne pas poser des problèmes aux interprètes plutôt. Et merci beaucoup aux membres de ce panel. Merci beaucoup aux participants qui sont en train d'assister à cette matinée de discussion. On aura l'opportunité de poser des questions après les présentations et aujourd'hui, on est en train de parler de thèmes de grande importance parce que la croissance verte est vraiment un des thèmes les plus importants de l'agenda de l'Union européenne, mais aussi dans les agendas du monde entier. Cela se lie aussi au pacte vert européen et à la loi du climat. Le pacte vert européen a une envergure internationale qui se relie non pas seulement aux 27 membres de l'Union européenne, mais aussi cela concerne les politiques de voisinage et cela se relie aussi aux pays des Balkans occidentaux qui aimeraient se rapprocher de l'Union européenne. Ce pacte est lié aussi à la diplomatie du climat de l'Union européenne et de l'Union pour la Méditerranée. Et évidemment, cela est en train de devenir la première priorité pour le climat et l'économie circulaire, qui seront des thèmes objet de la COP 26 à Glasgow du 1er au 12 novembre prochain. Voilà pourquoi notre matinée et vos discussions seront de grande importance parce qu'elles vont enrichir les discussions en préparation de la mise en œuvre du pacte vert européen dans la région européenne élargie, mais aussi en préparation de la COP 26 et le financement des projets de croissance verte est très important parce que on ne parle pas tout simplement de la mise en place de mesures parce que cela concerne plutôt le cadre réglementaire, mais il y a aussi le côté des financements. Et Matthew Stephenson du World Economic Forum a parlé tout à l'heure et il a dit que les politiques attirent les finances, mais les finances attirent les politiques. Donc, il y a une interaction entre les deux. Et je suis sûre et certain que notre panel va bien expliquer et illustrer ces processus. On va partir avec les premières considérations avec vous. J'aimerais juste ajouter que la croissance verte, qui est un peu le jargon utilisé par l'Union européenne, est un des trois piliers et les autres piliers, ce sont l'économie bleue, qui est très importante pour la Méditerranée et bien évidemment, il faut une économie bleue verte. Et après, il y a l'économie digitale, l'économie numérique, qui est l'autre pilier et qui est très vraiment présente, qui est un thème très pertinent dans notre vie quotidienne. Et donc, on parlera d'économie digitale ou numérique verte. Donc, les trois piliers sont entremêlés l'un avec l'autre dans le cadre de l'économie circulaire.
Et donc, les trois piliers doivent être circulaires pour avoir une croissance verte circulaire, une économie bleue-verte, une économie digitale verte. Et tout cela se lie aussi à la réglementation de l'Union européenne qui codifie et explique plutôt les priorités en ce qui concerne le financement vert, hein. Non pas seulement en ce qui concerne les financements de l'Union européenne, mais aussi les financements des institutions internationales. Donc, il faut avoir un alignement des différents cadres de financement. Ceci dit, j'aimerais maintenant donner la parole au premier intervenant. Donc, je vais commencer par Zoé Luçon, qui est consultante senior de Anima. Zoé a vraiment un parcours professionnel de grande envergure. Elle est experte dans le secteur du développement économique dans les régions du Sud. Elle a mené beaucoup d'études avec des institutions publiques et privées. Et donc, vous êtes la bonne personne au bon endroit. À vous la parole, Zoé. Merci beaucoup, Georges. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette discussion. Oui, donc je travaille pour Anima, qui s'occupe d'investissement dans la région méditerranéenne. Anima travaille pour le projet économie et croissance verte pour supporter les PME en Europe. Matthew a déjà parlé de la croissance verte un peu. Mais dans ma présentation, j'aimerais parler vraiment d'outils vraiment très pratiques pour pouvoir avoir accès au financement dans le cadre de la croissance verte. Je vais utiliser le projet FinMed. Giancarlo Pudo, à ce propos, va parler de cette initiative FinMed. Je vais parler plutôt des outils qui sont disponibles aujourd'hui. Et il y a aussi un outil en ligne qui a été réalisé pour les PME pour pouvoir identifier les outils les plus pertinents pour eux, pour elles, et pour pouvoir donc avoir accès à plus d'informations. On va partager avec vous ces outils. Sur la base du retour des membres d'Anima et des participants au projet FinMed, on a fait une liste des points plus importants dans différents pays. Par exemple, dans certains pays, il y a des institutions spécifiques, des agences pour le soutien des PME pour avoir accès à ces opportunités. Il y a des bases de données. Et j'aimerais également partager avec vous l'expérience d'Anima dans la suivi des outils pour les investissements dans la Méditerranée et pour pouvoir aussi observer et avoir un suivi sur l'impact de ces investissements. Anima a créé un observatoire pour pouvoir avoir un suivi ces investissements. Cet observatoire est représenté et guidé par l'Union pour la Méditerranée. Alors, en termes de secteur, hein, bien évidemment, on attache beaucoup d'importance au secteur de la croissance verte. Et je dois dire que les tendances sont assez encourageantes dans le secteur des investissements dans le secteur vert, hein. Comme vous savez déjà, dans la Méditerranée, les tendances concernant l'investissement ont ralenti à partir de l'année 2000. Après, il y a eu la crise financière, hein, avec
d'autres crises économiques et politiques qui ont suivi. Mais ce qui est intéressant à observer est que ce ralentissement des investissements n'a pas entaché, n'a pas eu des répercussions sur le secteur de la croissance verte, comme Hicham Boudra a déjà dit. Il y a eu des investissements dans le secteur vert au Maroc, par exemple, mais cela a été la même situation dans d'autres secteurs, agri-food, dans les transports, la logistique, ce qui souligne l'importance des opportunités. Et le deuxième élément que j'aimerais vous illustrer est le suivant. L'approche que l'on a développée avec la croissance verte n'est pas seulement liée avec le secteur vert, mais aussi avec l'économie en général. Donc, c'est une amélioration des investissements dans tous les secteurs, tous secteurs confondus. Et donc, il faut dire que, que quand on regarde une carte de la région méditerranéenne, on voit que les investissements sont plutôt concentrés dans certaines régions, donc dans certaines villes, grandes villes, et après, il y a des secteurs qui sont complètement négligés. Il y a aussi des indicateurs qui étudient le taux de création de postes de travail en considération des investissements. Et après, il faut considérer aussi le coût des ressources disponibles nécessaires pour ces investissements. Avec Anima, on a décidé de développer une méthodologie d'évaluation, une sorte de score pour les investissements, pour les investissements dans la croissance verte. Donc, c'est un outil vraiment très pratique que l'on peut utiliser dans les agences publiques. Et si vous êtes un investisseur privé, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour pouvoir évaluer, par exemple, l'impact économique de votre investissement. Et je crois que c'est une approche très utile qui peut aider les institutions publiques dans la sélection des projets parce qu'elles vont savoir dès le début quel sera l'impact de ces investissements sur le public. Mais c'est un outil aussi important pour négocier avec des bailleurs privés, des investisseurs privés. Parce que comme vous le savez, dans la région de la Méditerranée, beaucoup d'argent public est utilisé pour attirer, pour investir dans des projets. Et cet argent public devrait aussi être utilisé pour des projets en faveur du développement durable. Voilà, c'était une petite introduction avant le débat. Merci. Merci beaucoup, Zoé. Nous sommes à l'heure, ce qui est important pour un modérateur. Je voulais dire que l'outil PME, élaboré dans le cadre du projet Interreg, est extrêmement important car les PME sont absolument essentielles dans nos régions et nous en avons besoin pour promouvoir les PME circulaires. Et ça, c'est mon travail. Nous devons nous assurer qu'elles soient en conformité avec l'économie circulaire et qu'elles adoptent davantage de modèles circulaires. Ça, c'est très important pour créer des emplois verts. Et là, je crois que nous avons besoin d'emplois verts qualitatifs et nous avons besoin de cette approche qualitative. Et vous l'avez abordé dans le contexte de la croissance verte. Chaque projet n'est pas éligible. Seuls les projets qui promeuvent la croissance verte et qui ont une faible empreinte énergétique et carbone sont approuvés. Et cela est évidemment aussi lié aux réglementations que j'ai mentionnées. Et il est important que vous mentionniez les critères de sélection qui sont nécessaires pour identifier les projets qui doivent être promus. J'ai participé à l'évaluation
au sein de l'Union européenne pendant de nombreuses années. Vous pouvez évaluer les projets qui ont beaucoup d'effets, vous essayez de les atténuer, mais ce n'est pas ce que nous essayons de promouvoir. Nous ne voulons pas promouvoir des projets, nous voulons promouvoir les projets qui ont une contribution bénéfique en matière de protection du climat, d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Vous avez fait référence à Giancarlo et moi, je voudrais lui donner la parole. Ensuite, je donnerai la parole à Andrei et puis je ferai le lien entre vos présentations. Giancarlo, vous avez la parole. Vous avez 7 minutes et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde. C'est un honneur de participer à ce panel. Pour moi, c'est une réunion très importante car vous abordez toutes les choses, toutes les raisons pour lesquelles nous développons un tel outil. C'est un projet européen très important, évidemment. Commençons donc par parler d'argent, car nous parlons d'investissement et l'argent est la clé, notamment dans mon travail. Identifier un processus, même s'il est européen, savoir quel est le montant de l'investissement, quels sont les projets éligibles, des projets que nous finançons, quels sont les PME qui sont éligibles. Toutes ces questions sont extrêmement complexes. Et en plus, il y a la pandémie et dans un certain sens, elle a permis d'identifier des forces. Le recueil de données a créé une situation difficile en ce moment, mais également au moment où nous avons commencé à élaborer l'outil. Il s'agit en fait de gérer la pandémie, mais aussi d'autres crises systémiques. Et il n'y a pas que cela. Pour avoir une bonne taxonomie d'instruments, il faut que beaucoup de sujets, beaucoup de politiques convergent et assurent une présence importante. Et cela n'est pas toujours facile à comprendre immédiatement. Je parle ici de nombreuses choses qui sont nées vertes plutôt qu'elles ne sont devenues vertes. Mais il y a aussi des choses qu'il faut changer. Donc, élaborer ce contexte n'est pas simple. Il n'est pas difficile de dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que des trillions de ressources financières sont disponibles pour travailler, pour aborder le marché. D'autres exemples proviennent de la croissance verte et des défis du changement climatique. Donc, du point de vue des acquisitions aussi, nous constatons qu'il y a beaucoup de situations importantes qui conditionnent l'approche des gouvernements et des politiques en matière de croissance verte. Au final, l'Europe est un protagoniste essentiel pour l'allocation des fonds, mais il y a aussi les entreprises qui commencent à mener des opérations et créer des spin-offs. Et parfois, quand on parle des PME, ce ne sont pas forcément toujours des spin-offs typiques. Les grandes entreprises, les grands acteurs réalisent des projets verts sous forme de spin-off. Et ça aussi, c'est très important pour le marché. C'est une sorte de greenwashing, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il faut aussi que la finance puisse soutenir les innovations vertes. Il faut qu'il y ait des liens avec l'ensemble des secteurs. Une étude estime le montant nécessaire à l'échelon mondial pour atténuer le changement
climatique et ce chiffre se monte à 53 trillions de dollars pour 2030. 1,6 trillion de dollars par an pendant 30 ans. Mais ce montant ne semble pas atteignable. Et si on pense par exemple qu'en 2018, 47 pays ont dépensé plus de 2% de la PIB pour l'armement et beaucoup moins pour tout le reste. Donc, on a utilisé cela comme point de départ pour le développement de l'écosystème. Nous devons aussi considérer que sont les marchés financiers, que sont les marchés du crédit. Les marchés financiers ont évidemment des chiffres. Ils disposent de trillions, de millions, de milliards. Ils visent à avoir un impact sur la croissance verte. Mais pourquoi est-il si difficile pour les entrepreneurs, pour les PME en particulier, pourquoi est-il si difficile d'accéder au crédit? Les PME ne sont pas aussi dynamiques sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont pleins de liquidités et on voit bien que l'inflation est de retour. C'est un petit cauchemar, mais pour les PME, les petites entreprises, l'accès au crédit n'est pas simple. Il est difficile d'obtenir cet argent. Donc, avec l'outil, nous essayons de combler ce premier fossé. Et il y a deux fossés que nous avons identifiés. Commençons par le premier. Tout d'abord, c'est la distorsion du financement quand on le compare aux ressources disponibles. D'un point de vue purement financier, cela signifie que le seul élément de compréhension, c'est le business plan. Les investisseurs potentiels financiers parlent du business plan avec les entrepreneurs. C'est le seul point d'échange, sans garantie de couvrir les investissements. Les opérateurs peuvent alors considérer que le risque est trop élevé. En particulier, lorsqu'il s'agit d'entreprises avec des systèmes financiers traditionnels, c'est une approche très difficile pour eux. Car c'est vraiment, tout repose sur ce business plan. Et lorsqu'ils sont présents sur un marché secondaire, les investisseurs ont changé de comportement. C'est un autre profil qui se dessine. Ils trouvent une zone de confort grâce à la possibilité d'allouer le risque de l'investissement. Les instruments spécifiques, d'autre part, du côté positif, à disposition des investisseurs sont arrivés. J'ai souvent entendu auparavant qu'il y avait des partenariats privé-public. Et ce type d'investissement augmente. Ils ont des objectifs en matière de secteur vert. Mais l'autre partie du marché financier ne joue généralement pas un rôle aussi important. Car nous parlons ici de secteurs qui n'attirent généralement pas ce type de flux financier. Et les investisseurs ne sont pas particulièrement intéressés. Donc ça, c'est très important pour les fonds publics-privés. Et jusqu'à présent, le rôle des actifs privés sont essentiels. En 2020, on note une augmentation de la spécialisation, donc dans des éléments verticaux, grâce au développement d'expertise dans ce secteur précisément. Donc, des connaissances ont été développées, des modèles mathématiques ont été élaborés, des critères de performance ont été définis. Il n'est pas question de
simplifier le système, car au final, il faut la compétence et les connaissances qui existent entre la partie intéressée et la partie intéressante. Donc, parfois, il y a un déséquilibre entre ceux qui fournissent la solution et ceux qui ont besoin de la solution, car il y a une différence de vocabulaire. Et il faut trouver des solutions et trouver le bon équilibre financier. Et des outils sont nécessaires pour cela. Nous tentons de développer ce type d'outils et d'intégrer la culture. Donc, comment présenter l'entreprise, comment fournir des preuves. Par exemple, un processus d'innovation qu'une entreprise n'a peut-être pas suffisamment souligné. Très bien, Giancarlo. Je suis vraiment désolée, mais le temps est écoulé. Je pense que vous aurez la possibilité de reprendre la parole dans le cadre de la discussion. Giancarlo est conseiller de l'Université de Turin et il est le responsable équipe FinMed. Donc, il s'est exprimé en pleine connaissance de cause. Vous nous avez fourni des chiffres ainsi que des informations intéressantes. Et moi, j'aime toujours parler de PME circulaire. C'est un nouveau jargon que nous devons promouvoir. Et comme nous le savons tous, il y a la gouvernance sociale et environnementale qui nous mène vers des gouvernements circulaires et je suis sûre que votre outil promeut justement cela. Les PME doivent développer leur propre stratégie afin de promouvoir la dimension circulaire et la gouvernance sociale et environnementale des entreprises qui est vitale. Et l'autre point que j'ai noté, ce sont les trillions qui seront nécessaires d'ici à 2050 pour atteindre la neutralité climatique. C'est non seulement l'objectif de l'Union européenne et du Green Deal, mais c'est aussi l'objectif de zéro émission des USA. Et nous sommes vraiment très heureux qu'ils aient augmenté leur niveau d'ambition maintenant et qu'ils soient alignés avec l'objectif de la COP 26. J'imagine que c'est une estimation qui repose sur la situation actuelle. Au final, nous aurons peut-être besoin de moins pour nous conformer et pour atteindre les zéro émissions nettes. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'au sein de l'Union européenne et de la politique de voisinage, et notamment avec les Balkans de l'Ouest, les fonds sont disponibles et sont si élevés que le défi est de savoir comment ces fonds pourront être absorbés. Il y a des plans de résilience qui ont un cadre temporel relativement court. Ainsi, il y aura une véritable course pour préparer des projets afin d'être en mesure d'utiliser tous ces fonds et d'autres sources financières disponibles à l'avenir. Il n'y a pas seulement les fonds de relance et de résilience, il y a les fonds d'ajustement. C'est un fonds très important, le Interreg aussi, qui est très visible dans notre événement et il y a aussi d'autres petits projets. Donc, cela me permet de vous présenter l'orateur suivant. Je voudrais reprendre les mots d'ores et déjà prononcés, à savoir que certains sont nés verts et d'autres deviennent verts. Et la conjoncture est telle qu'il faut devenir vert. Cela étant dit, je voudrais donner la parole à Andrei Geka, qui est le responsable politique de la plateforme Sports, qui est une plateforme très innovante établie en Grèce, qui se focalise sur les politiques visant à matérialiser la transition circulaire des PME. Donc, cela s'inscrit parfaitement dans ce que Giancarlo
et Zoé ont présenté, et aussi les services de conseil culturel. Vous avez la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment très heureux de pouvoir m'exprimer. Donc, je suis Andrei Jeka, je suis partenaire et fondateur de la plateforme Sporos. Et en fait, je suis en charge de l'impact de la politique publique et je suis vraiment très heureux de voir tous ces liens que j'ai notés dans le cadre de ces discussions avec ce que nous essayons de faire. Donc, nous avons pris la bonne décision au bon moment. Cela nous conforte dans cette idée. Par exemple, nous avons une structure relativement unique de fonds d'investissement. Nous sommes modestes, 16 millions d'euros, par rapport aux trillions nécessaires. Donc ça, ce n'est qu'un petit grain de poussière, mais nous voulons servir d'exemple pour inspirer d'autres à faire de même. Nous nous focalisons principalement sur l'aide apportée aux PME traditionnelles, disons, leur permettre de faire une transition vers un modèle vert, car nous savons que la majorité de l'environnement, surtout en Grèce, nous sommes un petit peu sous-financés. Il y a évidemment des entreprises, il y a de jeunes pousses, il y a des licornes qui peuvent aider. Et il y a des PME qui n'ont pas nécessairement les capacités nécessaires ni l'expertise pour savoir comment procéder pour cette transition. Et donc, nous les impliquons tous, et la finance également, afin de promouvoir le changement. Par exemple, nous encourageons aussi nos investisseurs à agir en tant que mentors verts, écologiques. Et lorsque des entreprises veulent investir leurs fonds, nous les encourageons afin qu'elles puissent permettre un transfert de technologie. Et nous sommes nés de la politique. Nous mettons en œuvre la taxonomie européenne développée par le groupe d'experts de la Commission européenne pour la promotion de l'économie verte et circulaire. Et nous entendons aussi avoir l'expertise nécessaire car nous sommes un instrument financier, mais c'est un concept horizontal. Nous devons donc assurer que l'expertise nécessaire soit disponible pour les projets dans lesquels nous voulons investir, mais nous devons également nous assurer que les projets aillent dans le bon sens. Je voudrais rebondir sur ce que Mathieu a dit, à savoir le besoin de clarté quand il s'agit du cadre réglementaire. Je voudrais souligner que dans les années à venir, l'Union européenne dépensera plus d'argent que jamais auparavant. Et quand on regarde le financement de la transition, il est important de comprendre qu'il y a des éléments horizontaux avec les financements de l'Union européenne. Il n'y a pas d'instruments uniques qui peuvent être utilisés comme point de référence unique. Et quand on regarde l'architecture qui vise à mobiliser au moins 1 trillion d'euros dans les 10 années à venir, 500 millions viendront du budget de l'Union européenne pour le climat et l'environnement, calculé via le fonds centralisé de l'Union européenne, le fonds de développement, les fonds de développement régionaux et d'autres fonds. Et ça, c'est parce que les négociations entre les co-législateurs ont décidé que cela devait devenir un élément horizontal. Ainsi, les priorités d'investissement doivent se refléter dans les applications des financements des projets individuels. Nous devons prouver comment vous allez utiliser cet argent afin de contribuer à l'objectif pour réussir. Il y a aussi les investissements des gouvernements nationaux qui doivent atteindre 114 milliards d'euros dans le même cadre temporel. Et il y a 25 milliards qui viennent du programme de l'Union européenne qui inclut également le secteur de transport à partir de 2023 et ce pour la première fois. Cela aura beaucoup d'implications. Et cet argent ira dans le fonds de modernisation et d'innovation qui sera utilisé par les États membres européens. Et il y a un mécanisme d'ajustement qui a déjà été mentionné qui mobilisera au moins 100 milliards d'euros d'investissement pour les régions les plus impliquées, les plus touchées par la transition. Et enfin, 200
milliards d'euros seront également disponibles dans le cadre du fonds de risque élevé. Les objectifs qui doivent passer de 25% à 50% d'ici à 2050 et le nouveau cadre joue également un rôle important. Et puis, il y a le plan de relance et de résilience qui est financé par la dette pour la première fois. Et ça, c'est un grand changement, si vous vous en souvenez. Il y avait les obligations européennes pendant la crise financière grecque. Donc, tous ces processus doivent permettre de lancer la transition verte. Il y a beaucoup d'inconnus quand il s'agit de savoir comment cet argent sera versé. Il y a donc ces questions-là qui sont, et ça c'est très difficile, ça peut être aussi difficile à négocier que les réglementations. Il y a d'autres négociations vraiment très difficiles également en cours sur la nouvelle politique agricole commune, la PAC. Et puis, l'accent est placé sur les modèles écologiques. Et il y a encore beaucoup de pierres d'achoppement dans ces négociations. Financer la transition verte dépend également de la relance. Cet argent doit revenir aux différents États. Pour ce faire, les États doivent soumettre des plans de relance, et ce, très rapidement. Et dans le cadre de ces plans, les États membres doivent présenter un calendrier très clair avec les jalons afin de montrer dans quelle mesure ils entendent mettre en œuvre les réformes. Et lorsque les États membres ne respectent pas les jalons, alors l'argent n'est pas versé. Si tout va bien, l'ensemble des pays soumettront leur plan d'ici au mois de juin, puis une évaluation sera effectuée sur les 2 mois à venir. Et ces plans doivent ensuite être traduits en plans concrets. La Commission doit signer l'accord de financement avec les États membres. Et quand ça se sera fait, alors l'argent sera versé au pays pour la première fois au mois de juillet. Donc oui, il y a une opportunité historique en matière de financement de la transition, mais pour le moment, il n'y a pas suffisamment de certitude quant à la manière avec laquelle cela se matérialisera. Dans les années à venir, néanmoins, je pense que toutes ces problématiques seront harmonisées. Et donc, mon conseil, ou plutôt le meilleur scénario, serait que les entreprises et les projets commencent à se préparer maintenant sur la base de ce qui est connu, notamment en matière de financement, de modèles de relance, afin de pouvoir récolter les fruits de cette opportunité. Pour les investisseurs privés, eh bien, eux, ils devraient commencer à restructurer leur portefeuille avec les nouvelles opportunités de financement et notamment ceux qui sont fournis par la plateforme Sporos afin qu'ils puissent exploiter les opportunités qui se présentent et promouvoir la transition verte. Je vais conclure. Je suis très impatient de répondre à vos questions et à participer au débat. Merci beaucoup, Andrei, de cette présentation pleine d'informations. Andrei participe souvent à nos panels, ce qui est un honneur pour nous, car ses connaissances sont immenses. Le défi pour les PME est de se préparer en vue de devenir circulaire. Les outils sont là, les informations sont là, ils doivent développer leur propre stratégie et ils doivent préparer des projets. Car il n'y a pas que le financement de l'Union européenne, il y a aussi des montants disponibles dans le cadre des budgets nationaux qui permettent de faire la promotion de l'efficacité énergétique. Il y a par exemple le programme J'économise de l'énergie, programme grec, pour les foyers, pour les ménages. Nous avons des programmes qui sont financés par la Banque d'investissement européenne et dans le cadre des fonds qu'elle met à disposition. Andrei a mentionné la réglementation et comme on l'a déjà dit, il n'y a pas que les exigences
légal des États membres de l'Union européenne. Cela doit devenir un document d'orientation pour le financement, même au-delà de l'Union européenne. Et les banques de développement jouent également un rôle essentiel et sont en train de devenir des banques climatiques s'impliquant de plus en plus dans le financement vert. Merci beaucoup. Je vois que les questions affluent. Nous les prendrons à la fin. Je voudrais maintenant demander à Carmen qui mentionne les clusters dans une question en français. Qu'est-ce que vous entendez précisément par cluster, Karaman? Je voudrais maintenant donner la parole à Alessandro Paglia, qui est responsable des relations européennes de la plateforme Transition écologique et Solidarité. Vous avez la parole, Alessandro. Merci, Georges. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous qui écoutez et vous qui organisez ces discussions. Permettez-moi de me présenter. Je fais partie du think tank TESS, Transition Ecologica Solidaire, donc une transition écologique juste. C'est un think tank italien. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons à l'élaboration des politiques. Nous essayons de sensibiliser les institutions et les entreprises, notamment afin de les pousser vers une transition écologique et durable. Je voudrais souligner que dans le cadre de nos activités, nous avons un caractère vraiment très lié à au marché. La transition écologique et numérique doit permettre de faire en sorte que les plus vulnérables soient protégés et aidés dans leur processus. À ce sujet, je voudrais vous rappeler le cas des gilets jaunes, en France. Donc, lorsque l'initiative d'augmenter les taxes sur les voitures les plus polluantes a été lancée, le risque ici était de toucher particulièrement les plus vulnérables. Et donc, la leçon que l'on peut tirer de cet exemple, c'est que la transition ne doit pas être punitive. Au contraire, il faut que les initiatives permettent d'atteindre un niveau de confort plus élevé. Ça, c'est absolument crucial pour la transition. Donc, maintenant, pour ce qui est des outils financiers, je voudrais soumettre le cas italien. Il y a aussi d'autres initiatives, évidemment, dans d'autres pays. Mais ce que nous avions dans le passé, c'était une dette publique très élevée. C'était un frein, une limite. Et nous n'avions que peu de marge de manœuvre. Mais d'autre part, nous avions l'un des niveaux d'économie privée le plus élevé. Donc, l'idée était de tirer profit de cette situation, de mobiliser ce capital pour la transition écologique. Et ce qui a rencontré un franc succès, c'est les crédits, les incitations fiscales pour les personnes qui améliorent les performances énergétiques de leurs bâtiments. Cela a mené à l'activation de mécanismes de transformation du crédit et ainsi les pouvoirs publics financent la rénovation des bâtiments. Il est difficile de décrire une situation complexe, mais je voudrais simplement attirer l'attention sur un certain nombre de points que nous verrons dans les années à venir. Le premier sujet, c'est la dimension mondiale de ce phénomène. L'année dernière, nous avons géré
des phénomènes de plus en plus mondiaux comme la pandémie, les crises financières, les crises écologiques, le changement climatique. Les frontières nationales ne suffisent donc plus pour surmonter des problèmes. Je crois que tout le monde s'entendra sur ce point. Nous devons donc nous demander de quels outils avons-nous besoin pour gérer ces situations. La dimension européenne a une masse critique importante, évidemment, mais il faut qu'il y ait les instruments qui nous permettent d'avoir un véritable impact. Et vu que nous parlons de besoins financiers, nous devons absolument mentionner l'importance qu'aura la génération à venir dans le financement de la transition. Et néanmoins, beaucoup de succès reposeront sur notre capacité et également sur la vitesse de mise en œuvre des politiques. Les processus d'autorisation, en Italie par exemple, nous devons multiplier nos taux d'installation de centrales électriques par 5. Ça, c'est énorme. Donc, il y a en ce moment un problème de ressources financières. Aussi parce que les énergies renouvelables sont moins chères maintenant. Et il y a donc un véritable intérêt à investir, notamment du côté privé. Mais si on prend des années pour autoriser la construction de nouvelles centrales, alors nous n'atteindrons jamais cet objectif de réduire les émissions de 55% d'ici à 2030. Je crois donc que rendre ces outils stables, comme je l'ai dit auparavant, ces instruments stables au sein de l'Union européenne, est absolument essentiel et cela déterminera notre capacité à répondre à ces défis. Et donc, il y a un phénomène qui est un peu un mélange. Par exemple, dans notre cas, il y a la transition écologique, la transition digitale, tout est très complexe. On est encore en train de comprendre vraiment la dimension réelle de cela avec les répercussions sur le domaine de la production, les entreprises, les travailleurs. C'est juste un exemple. Par exemple, dans une voiture classique, il y a à peu près 1500 composantes mécaniques, tandis que dans un moteur, dans un véhicule électrique, il y en a peut-être 100. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand les travailleurs dans ce secteur n'auront plus les mêmes tâches à accomplir? Voilà une des répercussions de la transition. Il faudra vraiment une redistribution de la force, de la main-d'œuvre, ce qui engendre vraiment un processus de, de reformation, ce qui est très complexe. Apprentissage permanent, lifelong learning, tout est assez complexe. Et après, un autre point de grande importance, c'est la centralité de la Méditerranée, du point de vue commercial, géopolitique et énergétique. La Méditerranée n'est pas seulement une mer interne, c'est beaucoup plus, c'est vraiment un grand acteur du commerce mondial, c'est un hub énergétique et on l'a redécouvert aujourd'hui. Et la Méditerranée a une grande importance géopolitique. On voit les tensions qui commencent à voir les jours en Israël et dans certaines îles grecques, en Libye, en Afrique. Pour ces raisons, il est très important d'avoir une Europe forte avec une Méditerranée forte, surtout en ce qui concerne les pays du nord de l'Afrique, leurs économies, mais aussi pour les défis culturels et d'autres défis, l'énergie aussi. Je pense par exemple
à la capacité de nos entreprises de transmettre les technologies vertes aux autres pays, mais je pense aussi au rôle joué par la culture, au phénomène de tension sociale. Et en guise de conclusion, je m'excuse si je n'ai pas respecté complètement le thème imparti, mais j'ai pensé qu'il fallait vraiment offrir un peu un tour d'horizon un peu plus large parce que les thèmes financiers ne sont pas suffisants parce qu'il faut également considérer les objectifs de l'Europe plus en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alessandro. Je crois que vous avez transmis des messages très importants qui complètent la dimension financière qui a déjà été présentée par les autres intervenants. Je crois que il y a différents types d'incitations qui sont importants, par exemple des incitations économiques pour pouvoir guider la transition énergétique et la neutralité carbone. La dimension globale à laquelle vous avez fait référence est très importante. La Méditerranée, par exemple, la pandémie est globale, la crise est globale. Il y a des des pays qui sont un peu plus pionniers, mais tout le monde doit participer à ce processus. Voilà pourquoi l'Union européenne est en train de promouvoir la diplomatie climatique, le pacte vert européen, l'économie circulaire en tant que nouveau outil pour le monde entier. Vous avez mentionné également les sources d'énergie renouvelables, c'est un thème de grande importance, mais il y a aussi des résistances au niveau social. Je ne sais pas quelle a été la réaction au Maroc, mais par exemple, dans mon pays, il y a eu beaucoup de résistance par rapport aux sources d'énergie renouvelable pour des raisons de protection de l'environnement. Par exemple, dans les îles, surtout dans les îles grecques, certains citoyens n'aiment pas avoir des turbines, des centrales éoliennes. Et peut-être cela mériterait un autre webinaire. Ce thème mériterait un autre webinaire. Mais merci beaucoup, Alessandro, pour avoir mentionné ce thème. Et après, il faut dire aussi qu'on a besoin de changer notre façon de consommer, nos modèles de consommation plus en ligne avec l'économie circulaire. Dimitri Panopoulos a dit qu'il faut considérer tout le cycle de vie qui euh, du produit. Donc, à partir de la production de ce produit jusqu'à la fin, pour faire en sorte que ce produit ne soit pas un déchet, pour pouvoir le réutiliser, pour utiliser ces matériaux ou pour lui donner une deuxième vie. Et maintenant, j'aimerais donner la parole au dernier intervenant de cette table ronde. Donc, le dernier, mais pas de moindre, c'est José Manuel Duran Cuevas de l'Agence espagnole pour l'innovation. Il a beaucoup d'expérience dans le secteur de l'innovation, de différentes perspectives. Il a une expérience technique. Il est conseiller pour des projets internationaux de jumelage. José Manuel, à vous la parole. 7 minutes à votre disposition. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être encore plus synthétique. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Je travaille pour la CTI, donc c'est l'Agence espagnole pour le développement des technologies industrielles. Juste quelques mots concernant notre organisation. Nous travaillons au sein du ministère de la Science et des Innovations. Nous travaillons avec des entreprises privées à l'échelon international. Donc, je crois que nous sommes au bon endroit parce que j'ai entendu parler beaucoup des défis des investissements et des PME. C'est exactement ce que nous faisons. Nous essayons d'atténuer les risques liés aux investissements et nous finançons des initiatives
concernant les technologies. J'aimerais soulever trois thèmes, aborder trois thèmes. Tout d'abord, il faut considérer les activités nationales et les ressources nationales, non pas seulement les ressources européennes. Vous avez parlé de la Grèce, d'autres intervenants ont parlé de l'Italie, et je suis d'accord avec cette approche. Hicham Boudra a partagé son expérience. Je connais la situation au Maroc. Je vis au Maroc, d'ailleurs. Et nous avons un accord avec WIFDDSN, qui est une entreprise marocaine, plutôt une agence marocaine pour les investissements, et ce qui souligne l'importance de l'approche bilatérale à ce thème. L'année passée, on a eu 40 propositions entre l'Espagne et le Maroc, avec des privés, des universités et des projets concernant l'utilisation des ressources hydriques, la mobilité électrique. Donc, c'est un thème assez riche et l'action bilatérale est très importante. Le deuxième thème que j'aimerais aborder. Alors, j'ai déjà souligné l'importance des mesures nationales, mais je crois que les atouts que nous avons à notre disposition pour relever ces défis, c'est la coopération internationale. Qu'est-ce que j'entends par coopération internationale? Non pas seulement en termes d'investissement, mais aussi de coopération technologique. Par exemple, cette année, on a eu la première initiative du programme européen LIFE-BRIEF, avec des acteurs de l'Afrique et de l'Europe qui supportaient cette initiative, non pas seulement à travers des financements, mais aussi pour le renforcement des capacités, qui est un thème primordial pour relever les défis qui sont communs à tous les continents. Et après, et là j'essaye d'être synthétique, il y a l'Union pour la Méditerranée qui travaille et qui développe des parcours pour le transfert technologique dans beaucoup de pays dans la Méditerranée. Donc, ils s'occupent de changement climatique, d'énergie renouvelable, entre autres. Et ils ont organisé un événement qui a été supporté. Cet événement, pardon, est supporté par l'Union pour la Méditerranée, d'ailleurs. Et donc, il y a toutes sortes d'initiatives des deux rives de la Méditerranée qui nous suggèrent que dans les années à venir, il faut vraiment relever ces défis des deux points de vue. Donc, on parle de transfert de connaissances de l'Europe à l'Afrique et aussi l'inverse. Mais on parle mais on parle aussi de coopération, on parle de travailler de concert et de changer la situation actuelle. Il y a par exemple Prima, qui est une initiative avec 90 pays qui sont impliqués et on a un problème de connexion. On a perdu l'intervenant. Oh, le voici. Donc, c'est un projet concernant la gestion de l'eau et d'agriculture. Je sais que les autres intervenants ont parlé du pacte vert européen, d'autres initiatives qui sont en train d'arriver. Elles sont les bienvenues, mais pour l'instant, il y a déjà des initiatives qui abordent ces thèmes et qu'il faudrait donc utiliser. Il faut saisir cette opportunité pour développer les technologies et pour valider les prototypes pour pouvoir relever les défis qui sont présents. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Merci beaucoup, José Manuel. Vous nous avez transmis des informations très intéressantes. Je crois que la coopération et les bonnes pratiques que vous avez développées avec le Maroc sont de grande importance. Donc, il faut vraiment travailler de concert dans la Méditerranée
parce que nous sommes dans le même bassin et j'aimerais aussi faire référence à ce qui a été dit par Alessandro. La Méditerranée doit être gérée ensemble pour promouvoir la résilience climatique et nos activités dans la Méditerranée sont plutôt guidées par le tourisme. Et de ce point de vue, il faut créer un réseau qui inclut la santé publique, l'environnement pour faire en sorte que tout le monde soit en situation de sécurité et pour assurer un niveau de qualité de vie digne. Comme grec, je crois que la Méditerranée est la mer la plus importante, bien évidemment. Et peut-être vous êtes d'accord avec moi. Et donc, il faut protéger cette ressource. Il y a eu l'initiative UFM qui a été mentionnée par José Emmanuel, l'Union pour la Méditerranée, qui est en train de travailler et de participer au projet Interreg. Et j'aimerais également saisir cette opportunité pour vous inviter au prochain Cercle de Med Forum 2021. L'année passée, on a eu le premier en 2020. C'était un événement qui a remporté beaucoup de succès avec 57 participants. J'avais dit 75. Non, j'étais un peu trop ambitieux. Non, c'était 57 donc, participants du bassin méditerranéen, mais aussi de la région un peu plus élargie, avec plus de 5 000 participants live. Cette année, il se déroulera de 18 au 22 octobre 2021 et il sera transmis en live de la Grèce, d'Athènes en Égypte. La ville en Égypte n'a pas été décidée, donc Alexandrie ou Cairo, ou le Caire. Mais on espère que d'ici octobre, certains d'entre vous pourront être présents plutôt en chair et en os. Si cela ne sera pas le cas, vous pourriez participer en ligne, à distance. Vous pouvez trouver déjà plus d'informations sur cet événement Cercle de Med dans nos réseaux. Le programme n'a pas encore été établi et donc vous êtes invités à participer dans les différents panels qui seront organisés au cours de cet événement, donc soit en Grèce, soit en Égypte. Et maintenant, j'aimerais ouvrir la discussion. On a 50 minutes à peu près. Hicham aussi pourra participer à cette discussion. Donc, vous pouvez vous poser des questions entre vous, vous pouvez interagir. Ou bien on peut répondre à certaines des questions qui ont été posées dans le chat que vous pouvez tous lire. Donc, c'est à vous maintenant de prendre la parole. On peut partir par Zoé peut-être pour avoir un deuxième tour d'intervention. Donc, soit vous pouvez poser des questions, soit vous pouvez répondre à des questions. À vous, Zoé. Merci beaucoup, Georges. Alors, il y a eu 2 commentaires concernant le rôle des clusters. En français, on parle de clusters pour parler d'organisations qui sont liées avec des PME, des industries, avec le monde académique, des centres de recherche. Et ces clusters jouent un rôle très important. Il y a eu un autre commentaire sur l'innovation et les startups.
qui joue un rôle très important dans le rôle de l'économie verte. Il y a aussi une initiative d'Anima qui s'appelle The Next Society pour supporter les startups dans la région de la Méditerranée. Donc, il y a avec des entreprises technologiques qui sont reliées aux industries. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour en faire comprendre au secteur privé que dans leur secteur, il y a un écosystème de recherche vraiment très riche. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités de relier les startups avec les grandes entreprises, créer des clusters. Donc, c'est un énorme potentiel pour nouer des relations, pour créer des collaborations et pour trouver de nouveaux modèles pour rendre leur modèle économique plus circulaire. Merci beaucoup, Zoé. Oui, ce que vous avez dit est vraiment très pertinent. Il est très important de promouvoir les bonnes pratiques pour de pouvoir partager les expériences et d'aider les startups et l'innovation écologique. Il ne faut pas tout le temps redécouvrir la roue. Donc, il faut transmettre des connaissances, en d'autres mots. C'est ça le futur. Par exemple, les renouvelables sont très importantes, mais il y a des limites aux renouvelables. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des résistances du point de vue d'une partie de la population. Parfois, je ne comprends pas. Il y a tellement de tensions dans la Méditerranée concernant les hydrocarbures qui vont terminer, qui vont être épuisés. En 2050, il y aura déjà d'autres types, d'autres sources d'énergie. Donc, il faut être un peu pionnier. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Hicham, à vous. Merci, Georges. Alors, j'aimerais ajouter des informations. On a parlé de programmes de financement, de programmes européens, de programmes nationaux, mais je crois qu'un point important est vraiment la sensibilisation. Aujourd'hui, les PME veulent être durables, veulent avoir une approche durable, mais certaines ne savent pas comment le faire, quels sont les objectifs et quelles sont les vraies raisons. Parce que, par exemple, il y en a certaines qui disent, OK, on va être durable, on veut avoir une approche durable pour avoir accès à certains investissements. Mais il faut aussi penser à l'environnement. Et il faut aussi garder les marges financières. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la taxe carbone qui sera introduite dans le futur. Donc, les PME doivent savoir que dans quelques années, s'ils ne sont pas durables, s'ils n'ont pas une approche durable, ils vont devoir payer des taxes pour ça, pour cela. Et donc, ils ne seront plus compétitifs qu'au concurrentiel. Et c'est un point important. Un autre point important, on a parlé de clusters. Et tandis qu'au Maroc, on parle plutôt d'écosystème. Donc, tous les acteurs du secteur jouent un rôle important et ils sont liés l'un avec l'autre. Les PME, si elles ne sont pas durables, alors les grandes entreprises vont le savoir et donc ils ne feront jamais ce qu'il est nécessaire pour devenir durables.
Donc, il faut se guider l'un avec l'autre. Et pour ce faire, il faut vraiment discuter avec les fédérations et être en contact direct, en relation étroite avec les fédérations et avoir un bon niveau de communication avec ces fédérations. Merci beaucoup, Hicham. Vous avez ajouté vraiment une information très importante. Oui, la sensibilisation, tout à fait. Les PME doivent être sensibilisées et aussi en ce qui concerne les incitations et le renforcement de capacités. On a besoin d'un nouveau écosystème, on a besoin d'une nouvelle culture circulaire. Par exemple, les grandes entreprises internationales devraient avoir une gouvernance durable et circulaire et environnementale. Alors, si les PME ne sont pas vertes, les grandes entreprises ne pourront pas coopérer avec ces petites et moyennes entreprises. Donc, il y a vraiment un réseau. Tout est lié. Vous avez parlé d'écosystème circulaire et tous les maillots de ce réseau doivent jouer leur rôle. Sinon, il n'y a plus de marché, il n'y aura pas de synergie. Et voilà ce qu'il faut promouvoir au sein de la Méditerranée. On a seulement 10 minutes, en fait 4, hein, mais je vais essayer de continuer un petit plus. Giancarlo, je ne sais pas s'il veut ajouter quelque chose, Giancarlo, et après on devra terminer. Tout d'abord, c'était tout est tout était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé du rôle du monde de l'université et des conseillers privés. Alors, vous avez également parlé de politique et de réglementation stable. Oui, tout à fait. Quand on veut utiliser une approche ouverte, il ne faut pas tout simplement considérer les entreprises, mais aussi le futur, la stratégie future de l'entreprise. Il faut considérer aussi tout l'écosystème de cette entreprise. C'est ce que je fais quand je travaille en tant que conseiller. Et il faut donc créer un bon écosystème. Il faut considérer l'écosystème, non pas seulement l'entreprise. Et deuxième point, oui, c'est vrai. Comme notre collègue a dit, notre collègue italien a dit, il faut faire en sorte de faire créer une collaboration entre les PME et les grandes entreprises. Il faut créer donc des clusters et il faut promouvoir la culture de la connaissance. Merci beaucoup, Giancarlo. José Manuel, est-ce que vous souhaitez ajouter des informations? La plupart des points ont déjà été abordés. Quand on parle d'investissement, il faudrait intégrer l'idée, et donc ce n'est pas assez de parler de profitabilité, mais il faut, donc de profit, il faut parler aussi de l'impact, l'impact pour la société. S'il y a des risques pour la société, il faudrait le considérer. Donc, le profit, oui, il est très important, mais aussi l'impact social, les conditions de vie de la population. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, José Manuel. Oui, c'est très important. Il y a cette approche qualitative. Il faut évaluer aussi la valeur de l'investissement en termes de qualité de vie des citoyens et pour l'environnement. Andrei, vous avez le dernier mot après, parce que d'autres vont devoir partir. Alors, ce que j'ai le plus apprécié dans la discussion, je crois, c'est l'accent placé sur les PME, car
le public général ne sait généralement pas que 99% de l'économie est constituée par les PME et elles embauchent généralement en moyenne moins de 9 personnes. Donc, quand il s'agit de les financer, il ne s'agit pas uniquement de leur donner de l'argent car ils ne sauraient pas qu'en faire. C'est la raison pour laquelle, au sein de notre plateforme, lorsque nous avons commencé, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'était de matérialiser l'économie circulaire. Nous nous sommes demandé que peut-on faire pour matérialiser l'économie circulaire. Donc, nous avons réfléchi en termes d'argent pour les PME et argent pour les investisseurs. Ça, c'est le lien dont nous pensons. C'est pourquoi nous avons 70 accords avec des entreprises. Nous les soutenons dans la transition. Nous encourageons leurs investisseurs à devenir des investisseurs durables et nous essayons de faire beaucoup de sensibilisation, des tables rondes sur le financement durable, par exemple, le forum durable que nous organisons cette année. Donc, l'objectif vraiment est de mettre en place une économie circulaire en gardant deux choses à l'esprit, ne jamais oublier les PME et toujours penser à la politique. Oui, je crois que vous avez simplifié ma conclusion. Ça, c'était alors un panel extrêmement important. Merci beaucoup. Vous avez clairement montré qu'il fallait un écosystème durable avec de la valeur ajoutée, avec des impacts réels, avec l'accent placé sur les PME et ce qui peut être soutenu financièrement. Je ne soulignerai jamais assez que les PME sont la colonne vertébrale de toutes les économies méditerranéennes. Et elles travaillent parfois avec des sous-traitants, des économies nationales, mais elles doivent opérer dans ce nouveau contexte circulaire de gouvernance sociale. Il faut que la sensibilisation se fasse à grande échelle et simplement donner de l'argent sans stratégie claire, sans valeur ajoutée qualitative, c'est une perte d'argent et risque même d'aller à l'encontre de l'intérêt général que nous entendons promouvoir et servir, comme on l'a entendu plusieurs fois. C'est pourquoi il est essentiel de travailler, de partager ces idées, de voir comment les PME peuvent devenir circulaires, comment Interreg et les outils de promotion peuvent les aider dans ce contexte, comment la sensibilisation, et je dirais même une sensibilisation holistique, doit être soutenue, promue et financée, car le financement des activités de sensibilisation joue également un rôle majeur. Et sur ces derniers mots, je voudrais vous remercier tous de votre participation. Je voudrais vous souhaiter également bonne chance dans le travail très important que vous menez tous et j'espère bien vous revoir à nouveau dans le cadre d'un webinaire futur et en octobre au sein de notre forum CERC-MED. Au revoir.